Alexandre Zouizy, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste de l'Oise, rapporteur de la commission d'enquête sur cette fraude aux eaux minérales. Esther Crozer-Delbourg, bonsoir et bienvenue. Économiste de l'environnement spécialisée dans les questions de ressources en eau. Vous êtes enseignante à HEC et fondatrice de Waterwiser, société qui aide les entreprises à la gestion de ces ressources en eau. Alain Dupuis, bonsoir et bienvenue. Vous êtes hydrogéologue, directeur du programme Eau souterraine et changement global au BRGM, au Bureau de recherche géologique et minière. Et vous aviez été entendu par la commission d'enquête. Michaël Darmon, éditorialiste politique, est évidemment resté à mes côtés. Je vous propose, pour ouvrir ce débat, d'écouter la sénatrice écologiste de Paris, Antoinette Guhl, scandale d'État ou pas. Écoutons-la. Pour moi, c'est très clair quand on a à la fois des ministres qui sont informés, le cabinet de la Première ministre qui est informé, le secrétariat général qui est informé, et que tout ça essaye d'être caché au grand public. Ben moi, j'appelle ça un scandale d'État, et je ne vois pas comment on pourrait nommer ça autrement. Alexandre Zouizy, après des mois d'enquête parlementaire, que répondez-vous à la question: l'Élysée a-t-il couvert le scandale ? Pour le coup, les choses sont claires et elles sont dites clairement par la documentation que nous avons eue. Nous savons que l'Élysée est au courant depuis 2022 au moins, et qu'il fait le choix de ne pas aller devant les Français, que le choix est fait aussi de ne pas aller devant les autorités européennes, ce qui aurait dû être le cas, de ne pas aller devant les autorités locales. Juste pour vous donner un exemple qui, à mon avis, est assez parlant, dans l'ARS Occitanie, on apprend 14 mois après les révélations au niveau central ce qui se passe, et on l'apprend de la voix de l'industriel qui nous prend par la main. C'est l'industriel qui prévient l'agence régionale de santé de quelque chose qui a été dit il y a 14 mois au niveau de l'État central. Et puis le scandale d'État, c'est aussi ce que nous révélons aujourd'hui. Imaginez qu'il y a eu un rapport de l'ARS Occitanie qui a été caviardé, il n'y a pas d'autre mot. Ça, on y revient dans un instant, et je vous donnerai évidemment la parole pour l'évoquer. Alors, une eau en bouteille, surtout si c'est une eau minérale naturelle, le prix de vente, ça peut être de 100 à 400 fois plus élevé que celui de l'eau du robinet. Il y a une double question, Esther Crozer-Delbourg. D'abord, moi, je vois ça, je me dis, mais comment on peut justifier tels écarts? On presque d'un produit de luxe, quoi. Et puis, est-ce que vous parlez de fraude économique? Alors, effectivement, si on rappelle un peu les chiffres, alors peu de gens savent en général combien ils payent pour leur eau du robinet. Mais par exemple, à Paris, si vous consommez vos 2 litres d'eau par jour pendant un an, vous aurez dépensé moins de 3 € sur l'année, vos 2 litres d'eau par jour pendant un an. Donc effectivement, là, on prend toute la perspective par rapport à l'eau en bouteille, qui est effectivement un produit de luxe. C'est pas substituable, mais c'est deux choses différentes. J'en consomme aussi, donc ce n'est pas pour culpabiliser, simplement c'est un produit extrêmement cher. Est-ce qu'il y a eu fraude? Alors oui, sur le fait d'appeler ça une eau minérale naturelle et de la vendre au prix d'une eau minérale naturelle, oui, là-dessus, il y a absolument eu fraude. Ça peut pas être contesté. Alors, on peut essayer d'expliquer, vous le faites, évidemment, vous l'avez fait tout au long de votre commission d'enquête, mais ce que dit Alain Dupuis, la réglementation, pour obtenir ce label ou cette appellation eau minérale naturelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a été reconnue pour ses bienfaits, d'abord pour la santé. Donc c'est l'Académie de médecine qui le décrète. Donc il y a une étude médicale qui le fait. Et puis il y a aussi une preuve d'une durabilité, d'une constance dans sa qualité intrinsèque. Et la qualité intrinsèque, c'est qu'elle sort de la source jusque dans la bouteille. C'est la même chose. Ça doit être la même chose. Et donc, la question de la filtration se pose. C'est-à-dire, on n'est pas censé la filtrer, cette eau minérale naturelle, c'est ça ? Alors, la réglementation a évolué. Il y a eu des dérogations, des accords. Mais normalement, au point d'émergence et dans la bouteille, il y a une analyse de référence qui fait une signature, qui donne une signature chimique, biologique. Et c'est la même eau qu'on doit retrouver. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on l'admet ou pas ? Oui, effectivement. Et donc vous évoquiez les révélations du jour, ce rapport de l'Agence régionale de santé modifié. On va regarder la version initiale, donc celle qui parle d'analyse microbiologique réalisée selon les procédures internes de l'exploitant. Et alors, ce que vous voyez en rouge, des échantillons prélevés entre 2020 et 2023, qui montrent les fréquences de détection de paramètres E. coli et entérocoques intestinaux suivantes. Et puis dans la version définitive de l'ARS, c'est là que c'est frappant, voici ce qu'on lit seulement. Les analyses microbiologiques réalisées selon procédure interne à l'exploitant ont montré que les échantillons de Romaine 3 et Romaine 5 étaient, alors ça ce sont des forages, je pense, étaient conformes plus de 97% du temps, plus de traces de la bactérie d'origine fécale Escherichia coli. Qu'est-ce qui s'est passé, Alexandre Zouizy ? C'est-à-dire qu'il y a des représentants de l'État, c'est quoi ? C'est une espèce de
de négociation, de deal entre l'État et Nestlé Waters? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'appelle ça une collusion. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez un industriel, vous citez ces passages qui sont très éclairants, où en effet sont biffés ce qui est gênant à la demande de l'industriel, ce qui le gêne. Ce qui le gêne, c'est le nom des bactéries qui sont présentes. C'est aussi, il y a aussi d'autres exemples où il y a toutes les traces d'un certain nombre de pesticides, de polluants qui sont biffés, qui disparaissent du rapport. Et puis, donc ça c'est la partie censure. Et puis il y a une partie co-rédaction. Vous avez des paragraphes entiers qui sont proposés par l'industriel. Nous avons les mails de l'industriel qui dit « J'aimerais que figure ce paragraphe dans le rapport » qui sont adjoints au rapport de l'ARS. Et ce sont des passages évidemment et des paragraphes extrêmement laudateurs pour l'industriel. Et tout ça est tellement gênant que le fonctionnaire instructeur qui instruit l'affaire, qui instruit le dossier, retire sa signature. Et malgré tout, l'ARS décide d'accepter le caviardage, parce que ce rapport, quelle était la finalité de ce rapport? Il devait être présenté devant une structure qui s'appelle le CODERS. Le CODERS, c'est une instance de consultation locale où figurent notamment souvent des associations environnementales. Donc Nestlé ne voulait pas que ces informations lui échappent et arrivent sur la place publique. L'enjeu, c'est de garder le label au minéral naturel. L'enjeu, alors dans ce cadre-là, c'était justement une procédure pour déclasser un certain nombre de ressources, mais il ne voulait pas que ce qui se passe dans ces eaux brutes, qui est au cœur du sujet, qui est au cœur du scandale, parce que comme vous l'avez dit, le critère fondateur de l'eau minérale naturelle, c'est la pureté originelle. Si cette pureté ne se retrouve pas, les hydrogéologues mandatés par la préfecture l'ont démontré en disant qu'elle ne se retrouvait pas, eh bien nous avons un sujet sur l'appellation, et vient avec ça les enjeux économiques que vous mentionnez, c'est-à-dire le prix, les revenus attachés à la question de l'eau minérale naturelle. Et effectivement, parce que, alors, pour bien comprendre, ça n'excuse rien, hein, mais pour bien comprendre, il faut peut-être, Esther Crozier-Delbourg, essayer de mesurer le poids de Perrier, de cette marque au niveau mondial. Oui, absolument. Parce que ça représente même dans l'imaginaire autour des marques françaises, quoi, d'une certaine façon. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une excellence française réputée à l'international de nos eaux minérales naturelles. Prendre de l'eau qui peut se boire de façon naturelle dans le monde entier, c'est un synonyme de luxe. Quelque part, c'est fou quand on y pense de se dire qu'on va prendre nos ressources si précieuses et qu'on peut les envoyer à des milliers de kilomètres pour être bu. Mais c'est comme ça. Et c'est très français parce que si on va aux États-Unis, par exemple, ils préfèrent davantage avoir une eau qui est passée par la main de l'homme, qui a été filtrée. C'est plus rassurant pour eux. Donc c'est quelque chose de très français. Et c'est vrai que ce scandale, alors il met en lumière plein de choses qui peuvent faire peur. En tout cas, il en met en lumière une chose très claire, c'est qu'on a un rapport à l'eau qui est très particulier. Est-ce que c'est souhaitable finalement de vouloir boire de l'eau directement du sol, ou est-ce qu'il faut simplement assumer que tout est quand même largement pollué par nos activités humaines, par les villes, et que quelque part il va falloir commencer à dépolluer et à boire potentiellement, je finis là-dessus, la marque Maison Perrier qui pourra tout à fait survivre en nettoyant, en l'aromatisant. Ça s'appellera plus eau de source. Il n'y aura plus le label eau minérale naturelle, mais est-ce qu'un Américain qui voit simplement Maison Perrier verra la différence avec une eau minérale naturelle? La question se pose. Et aujourd'hui, dans les supermarchés, les boissons Maison Perrier se vendent plus cher que l'eau minérale naturelle déjà. Donc il y a quand même un potentiel économique. Juste un point qui est à mon avis important. En plus, si vous voulez, moi je serais aujourd'hui plus rassuré par le fait que ce soit Maison Perrier, d'un point de vue sanitaire. Quelle est la gestion de Maison Perrier? Vous avez une eau qui a des problèmes à la source et donc qui est traitée. Vous avez le même terroir, vous avez un goût qui est très proche de Perrier. Mais en revanche, en effet, l'industriel n'est pas parvenu à préserver la naturalité de l'eau. Il en prend acte, donc il traite l'eau. Dans le cas de l'eau minérale naturelle Perrier, là vous avez des traitements qui sont mis en place pour essayer de compenser ce qui se passe dans les nappes, mais ces traitements sont, selon l'IGAS, une fausse sécurité. Et donc votre modalité de gestion du risque sanitaire, ça devient la destruction a posteriori de la production. Typiquement chez Perrier, l'année dernière, 3 millions de bouteilles détruites, ce qui est un non-sens environnemental, mais soit-on dit en passant. Et donc en fait, pour garder le label, ils sont prêts à mettre en place un système qui, pour moi, est moins robuste d'un point de vue sanitaire, et donc il vaut mieux dans ce cas-là basculer. Si sur certaines eaux, sur certains forages, sur un ou deux, ils parviennent à restaurer la pureté originelle, pourquoi pas garder? Mais aujourd'hui, les hydrogéologues sont clairs, il n'y a pas de pureté originelle sur les forages. On va y revenir, j'ai une question à vous poser tout de suite, mais Mickaël, vous voulez intervenir? Thomas, j'ai l'impression qu'on est plongé dans un film, là, un thriller vraiment, tel qu'on peut les voir parfois, production française ou même américaine. Et surtout, ce qui me frappe, c'est le cadre et le calendrier dans lequel se déroule cette affaire. Vous mettez au point aujourd'hui, vous découvrez, vous révélez quelque chose de majeur le jour où, à Versailles, on reçoit Choose France, les multinationales qui viennent investir en France, et des multinationales comme effectivement Nestlé qui possède Perrier, et qui montrent à quel point le poids de l'emploi, le poids de la capacité d'investir peut permettre parfois à certains très haut placés
d'avoir une main un peu lourde pour dire il faut absolument préserver un investissement. Ou en tout cas, quand on pèse aussi lourd, c'est évidemment plus facile d'avoir un lien direct ou un contact direct à l'Élysée ou à Matignon. Sur les forages, et Alain Dupuy, et sur les contaminations, c'est-à-dire que vous disiez, c'est aussi l'activité humaine, c'est quoi? C'est le réchauffement climatique, c'est l'activité humaine, c'est l'agriculture. Comment on peut expliquer, alors évidemment, il vous faudrait 3 jours, mais ce qui se passe quand une eau, quand une source d'eau minérale naturelle est contaminée d'une certaine façon. Alors déjà, un grand principe, toutes les eaux minérales naturelles qu'on exploite par une source ou un forage, à un moment ou à un autre, elles ont pour origine une eau météoritique. C'est la pluie. Donc ça commence par se passer au sol. Okay. Et en fonction de ce que l'on fait au sol, on comprend bien qu'en fonction de ça, l'infiltration, c'est quand ça descend, et ensuite quand ça rejoint une nappe, et bien là, en fonction de ce qu'on a mis ou de notre occupation du sol, parce que là c'est notre occupation du sol, bien sûr, on a un risque plus ou moins avéré, contrôlé, surveillé, toutes les déclinaisons possibles en fonction de cette qualité. Et effectivement, le changement climatique n'aide pas, très clairement, parce que le régime des précipitations change, donc là aussi ça a un effet sur la modalité où l'infiltration va se faire. Donc vous voyez que ça devient de plus en plus complexe, mais l'occupation du sol, de nos activités et nos produits que nous y mettons, est un facteur qui est aggravant de manière systématique. Voilà. Mais par exemple, quand il y a cette bactérie E. coli, c'est quoi? C'est des eaux usées qui se sont... c'est un débordement d'eau usée? Ça peut être ça peut être une fuite d'une canalisation, ça peut être une origine. C'est une origine fécale humaine, ça c'est sûr. Et malheureusement, on a plusieurs vecteurs potentiels, plusieurs origines. Ça veut dire que cette bactérie s'est retrouvée à suffisamment cheminer pour percoler dans les nappes et être ensuite récolté au point de captage, au point de forage. Voilà, donc on a peut-être modifié aussi un cheminement en pompant. Les cheminements souterrains sont peut-être modifiés. Il y a toujours un impact quand on prélève, entre une source qui coule naturellement et un prélèvement, il y a toujours une différence. C'est peut-être ça. Voilà. Malheureusement, les raisons et les causes sont multiples. On va ouvrir un chapitre consacré aux suites législatives, peut-être suites judiciaires après la publication de ce rapport. On va en parler tout de suite avec Steve Jourdain. Bonsoir Steve. Bonsoir Thomas. Pour se concentrer maintenant sur les recommandations de cette commission d'enquête sénatoriale. Oui, 28 propositions au total. La proposition la plus importante de toutes, selon monsieur le rapporteur ici présent, la voici. Il s'agit de rendre obligatoire les périmètres de protection à l'échelle de l'ensemble des gisements d'eau minérale naturelle. Il s'agit en fait d'élargir ces zones de protection et d'y interdire les produits phytosanitaires. C'est une pratique qui existe en Belgique depuis les années 90 et qu'il est possible de mettre en place dès cette année selon la Commission. Oui, quelles sont les autres recommandations du rapport? Alors on va donner les principales. L'objectif est par exemple d'améliorer l'information des consommateurs en précisant sur l'étiquette les eaux qui ont fait l'objet de traitements particuliers, de rénover le dispositif de contrôle jugé aujourd'hui trop complexe, de restructurer et de clarifier la réglementation en vigueur. La Commission propose de le faire par arrêté ministériel pour aller plus vite, de revoir le régime fiscal des eaux minérales naturelles, par exemple, en supprimant l'exonération qui existe aujourd'hui sur l'eau vendue à l'exportation. Parmi les recommandations, on trouve aussi la création dans chaque département d'un groupe de suivi des eaux ou encore l'objectif de mener une campagne sur les nouveaux polluants. Une campagne de test pourrait, par exemple, être menée sur les PFAS dès cette année, selon la Commission. Oui, et puis les sénateurs et les sénatrices souhaitent aller plus loin en matière législative. Oui, ils ont rendu leurs conclusions, mais ils ne souhaitent pas en rester là. Écoutez le président de la Commission. Ce travail-là, c'est pas un rapport qui, une fois présenté, on va le mettre au placard. Non, on souhaite l'utiliser, l'ensemble des membres de la commission d'enquête, pour travailler à la rédaction de plusieurs textes. À la rédaction de plusieurs textes, on va voir ceux qui sont actuellement envisagés. Une proposition de loi, par exemple, reprenant les recommandations du rapport sur la protection et le contrôle des eaux en bouteille. Une proposition de résolution pour tout ce qui concerne les aspects réglementaires de la question et une proposition de loi pour renforcer les pouvoirs des commissions d'enquête parlementaire. Il s'agit de modifier l'ordonnance de 1958 relative au fonctionnement des assemblées. À voir comment tout cela peut s'inscrire, Thomas, dans le contexte politique et parlementaire actuel. Évidemment. Merci beaucoup, Steve Jourdain, pour tous ces détails. Alexandre Louisy, on va se concentrer sur ces zones de protection. Donc, l'une des propositions que vous faites, c'est d'élargir ces zones de protection.
C'est si facile que ça? Alors, c'est un choix politique, encore une fois, parce que dans ces zones, vous pouvez avoir différentes activités humaines, une agriculture qui parfois peut utiliser des produits phytosanitaires. Justement, l'objectif, c'est de dire, en conformité avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire il y a une zone qui est dans la zone dans laquelle l'eau percole dans le sol et puis s'infiltre. Cette zone, on appelle cela l'impluvium. Et donc, dans cette zone qui s'appelle l'impluvium, il faut que les périmètres de protection puissent coller à l'impluvium pour faire en sorte que les autorités puissent décider en effet que toutes les pollutions anthropiques soient limitées. Et donc, on propose de renforcer ces pouvoirs pour sécuriser à long terme la ressource. Parce qu'on parlait de l'emploi qui est ensuite adjacent à tout cela. Évidemment que si vous avez une ressource qui de plus en plus est problématique, vous prenez aussi des risques sur l'emploi. Donc c'est à la fois une mesure environnementale, mais une mesure aussi de sécurisation de l'emploi à long terme pour l'emploi qui dépend de l'appellation eau minérale naturelle. Est-ce que ça veut dire, Alain Dupuis, que les zones de protection actuelles, elles sont insuffisantes, sont trop restreintes? Oui, parce que la protection telle qu'elle est imaginée pour l'instant, c'est une protection du point d'émergence. Exactement. Et pas de la ressource en tant que telle. Donc on protège effectivement dans l'immédiateté de l'émergence. Ça, oui, c'est très bien fait. C'est calqué sur la procédure eau potable, mais contrairement à la procédure eau potable, il n'y a pas d'extension suffisante. Et donc autour du point d'émergence, c'est quel périmètre qui est protégé, qui est particulièrement contrôlé? C'est très variable en fonction de la nature du point d'émergence. Si c'est un forage profond à plusieurs centaines de mètres, on va protéger l'immédiateté, quelques dizaines de mètres carrés. Si c'est une source, c'est plus compliqué, parce qu'une source, il y a un cheminement qui se rapproche de la surface, et là, les activités proximales peuvent être déjà avoir des incidences sur la qualité. Donc en fait, c'est l'hydrogéologue qui va définir ce périmètre-là. Un hydrogéologue agréé va devoir regarder comment ça se passe et quelle est la réalité. Alors sur ces contaminations, peut-être la question des dangers autour de la santé, je vous propose d'écouter cette responsable du pôle eau souterraine de l'établissement public territorial de bassin, chargée de surveiller la nappe justement où est pompée l'eau de Paris. Elle s'appelle Sophie Ressouche. On a des problématiques liées à la présence de l'agriculture et l'utilisation de certains produits qui sont nécessaires pour faire pousser les cultures. Donc on a par exemple la présence de nitrates qui proviennent des engrais et on a également la présence de pesticides. Et après, on peut avoir aussi des pollutions, on appelle ça des pollutions bactériologiques, qui sont issues des eaux usées. Donc ces pollutions bactériologiques, quand on fait de l'eau potable, on les traite en mettant du chlore dans l'eau. Donc on élimine comme ça la pollution bactériologique. Une eau minérale naturelle, elle n'est pas censée être traitée. C'est un extrait du documentaire d'Audrey Vuettaz, Perrier, scandale à la source, qui est disponible en replay et qui sera rediffusé sur notre antenne ce vendredi 23 mai à 16h30. Notez cette date et cet horaire. Est-ce qu'il y a eu des risques pour la santé publique, Esther Croiser-Delbourg? Alors, si on sait qu'effectivement, il y a eu des bouteilles ou potentiellement du Perrier contaminées avec de la pollution, ce qui est tout à fait possible, peut-être que ça n'a absolument rien fait sur les gens qui l'ont bu, ou alors peut-être que certains ont pu recevoir, en tout cas ressentir des syndromes gastriques, ça arrive, ce qu'on appelle les syndromes de gastro-entérite hydrique, ça peut être dû à des pollutions dans l'eau minérale naturelle, mais ça peut aussi arriver, sans vouloir faire peur, parfois à notre eau du robinet, si on se trouve près de spots de contamination. Attention, il ne faut pas avoir peur. En général, la plupart de notre eau du robinet, elle est extrêmement contrôlée. On peut la boire et effectivement, ce genre de contamination est très rare. Il faut noter quand même, et c'est intéressant, que le pouvoir de la marque quand même Perrier est tellement fort qu'aujourd'hui, encore en pleine terrasse, alors qu'il fait beau, on voit des Perrier sur toutes les tables. Il n'y a pas eu d'effet sur la consommation de Perrier depuis le début de ces révélations? Il ne semble pas, et même à l'époque où on avait découvert des matières fécales, eh bien on avait parlé avec la grande distribution qui nous avait dit qu'il n'y avait pas de recul du tout des ventes de Perrier. Ce qui veut dire que, les gens sont peut-être pas informés, ou alors simplement qu'en fait c'est tellement réglementé, que la marque est tellement forte que finalement ça continue à se vendre. Alors on parle beaucoup de Perrier dans cette émission, il faut dire donc Perrier qui appartient à Nestlé Waters, mais il y a aussi un autre groupe qui s'appelle Alma Source, qui a été entendu et qui était dans le collimateur de la commission d'enquête. Pourquoi on se focalise beaucoup sur Perrier aujourd'hui, Alexandre Bouisy? Alors parce que finalement, en tout cas pour ce que nous savons sur Alma Source, ça a concerné un site et que Alma Source a retiré les traitements qui étaient litigieux, et nous avons d'ailleurs entendu son directeur dans le cadre de la commission d'enquête. Nous avons, été visités différents sites. On a été chez Danone, on a été chez Alma, on a été chez Nestlé. Donc on a cherché à faire les choses de manière plus large. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a l'ampleur en fait de ce qui s'est passé chez Nestlé, le fait qu'aujourd'hui les traitements illégaux aient été remplacés par des traitements
qui sont toujours non réglementaires. Et donc, si vous voulez, en fait, encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le préfet a mis en demeure l'industriel de revenir sur les traitements qui ont cours. Et donc, en fait, aujourd'hui encore, ce qui est vendu sous l'appellation eau minérale naturelle est vraiment discutable parce que ces microfiltrations à des seuils très bas constituent des hygiénisations, des mesures de désinfection qui sont problématiques, en tout cas qui sont contraires à la réglementation sur les eaux minérales naturelles. Et on est 4 ans après. Et je veux juste insister parce que la faillite, elle est quand même publique dans cette affaire. Parce qu'en 2023, vous avez, au niveau interministériel, une décision qui est prise au niveau du cabinet de Madame Borne. Madame Borne, apparemment, n'est pas informée, qui dit au service, allez-y, accompagnez le plan de transformation de Nestlé. Alors même que le directeur de l'ANSES, l'autorité de sécurité sanitaire, alors même que le directeur général de la santé, Monsieur Salomon, que tout le monde connaît bien, disent non, cette solution n'est pas possible. Et entre-temps, que se passe-t-il? Révélation de presse. Et aujourd'hui, les préfets se retrouvent à contre-arbitrer une instruction de Matignon pour rester conforme au principe de l'égalité. Donc vous voyez, en fait, on a un État qui, en rentrant dans la logique transactionnelle avec Nestlé, s'est complètement fourvoyé jusqu'au caviardage du rapport qui, pour moi, est une forme un peu apocalyptique de ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, vraiment. Est-ce qu'on peut, Alain Dupuis, déclasser une eau minérale naturelle, la dégrader, quoi, d'une certaine façon? Alors oui, il suffit qu'une analyse ne soit, enfin, dans la durée plus conforme à l'analyse source qui fait référence. Et bien entendu, le classement eau minérale naturelle peut être perdu par un point de source, plusieurs sources ou plusieurs. Oui, tout à fait. Mais c'est déjà arrivé, à votre connaissance? Oui, alors là, j'ai plus les exemples en tête, mais oui, bien entendu, dès l'instant où il y a eu soit assèchement, perte de production, perte de productivité et ou évolution dans la qualité, qui n'est pas forcément inhérente à une conduite de ce qu'on faisait en surface, mais peut-être que, je vous l'ai dit, le temps de cheminement, cette signature chimique, elle fait référence. Et si on change un temps soit peu ça change tout par rapport à la fin. Et c'est arrivé chez Perrier. Parce que chez Perrier, nous avons maintenant 2 eaux produites, Maison Perrier, qui est en fait issue du déclassement de forages anciennement Perrier au minéral naturel, qui maintenant, ayant des difficultés sur les eaux brutes, sont devenues des eaux rendues potables par traitement, commercialisées, aromatisées, etc. Et donc, en effet, moi, la bonne réponse des pouvoirs publics, quelle était-elle? À partir du moment où ils constataient cet élément-là. Oui, parce qu'il y a l'enjeu économique. Bien sûr, et l'enjeu économique. Ces marques, parce qu'on voit plein de marques personne ne le derrière dit, vous, elles pèsent quand même très lourd dans l'économie française. Et jusqu'à très récemment, vous l'avez dit, en ce moment, il y a un petit fléchissement parce que quand même, ils ont vraiment, à la fois dans leurs auditions, dans leur manière de fonctionner, à mon avis, ils portent une lourde responsabilité sur la dégradation de leur image de marque. Mais en effet, pendant très longtemps, même quand l'affaire des contaminations à la matière fécale était constatée, il n'y avait pas de perte de recettes. Et comme vous l'avez dit, Maison Perrier se vend aujourd'hui plus cher que l'eau minérale naturelle parce que Maison Perrier, il y a une image de prestige, vous voyez, c'est Perrier, puis il y a Maison Perrier. Mais en soi, c'est de l'eau traitée versus de l'eau minérale naturelle. Qu'est-ce qui pourrait se passer si on se projette, Esther Crozière-Delbourg, c'est-à-dire moins de quantité d'eau qui pourront être labellisées minérales naturelles? Alors, parce que je ne sais pas quel est le nombre de forages voilà, c'est très compliqué. Ça fait partie des recommandations d'essayer de faire un audit généralisé en France. Mais déjà d'un point de vue économique, simplement pour rebondir, économiquement, oui, ça va être un sujet pour Perrier, mais qui peut rebondir. Mais il y a aussi en fait toutes les communes autour, les milliers d'emplois qui en dépendent, et on peut imaginer que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le gouvernement a commencé à transactionner, c'est qu'en fait, on laisse pas tomber du jour au lendemain, effectivement, des territoires qui en dépendent largement. Donc, il n'y a pas seulement Perrier, mais il y a aussi, effectivement, tous ces territoires-là qui en dépendent. Et ensuite, à l'échelle plus globale, alors là, je vais imaginer quelque chose de très différent, mais effectivement, qu'est-ce qui empêche Maison Perrier, finalement, de vendre du Maison Perrier à l'international sans que l'eau vienne nécessairement de la source? Parce qu'autant une source minérale naturelle, il faut qu'elle ne vienne qu'une seule source, que d'une seule et même source, mais une eau de source ou une eau aromatisée ou traitée peut venir de partout et simplement porter un label. Donc d'un point de vue économique, en fait, tout est imaginable maintenant. Oui, vous parlez du poids localement. Je vous propose d'écouter la réaction de la maire de Vergès, qui s'appelle Pascale Fortuna Deschamps. Toujours un extrait de ce documentaire de Public Sénat qu'on vous propose vendredi prochain. Regardez. Les villes d'eau minérale naturelle en bénéficient d'une fiscalité particulière qui s'appelle la surtaxe sur l'eau minérale naturelle. Et donc Vergès, au même titre que donc les autres villes, dans ce cas, on en bénéficie. C'est une taxe sur le nombre d'hectolitres sortis de nos sous-sols et qui sont vendus en métropole. 70 centimes d'euros pour chaque hectolitre vendu dans l'Hexagone,
soit 500 000 € en 2024. Ça permet bien entendu des services publics, de l'entretien, ça permet tout le fonctionnement d'une collectivité. Voilà, et dans son documentaire, Audrey Vueltas fait la liste, à Vergès, 3 terrains de foot, 2 salles polyvalentes, un cinéma. Je pense qu'il y a beaucoup de maires de villes de 5800 habitants qui rêveraient d'avoir autant d'infrastructures. Vous allez vous mettre à dos, Alexandre Ouizy, tous les élus et les habitants de ces villes qui sont riches grâce à leurs eaux minérales, parce que là, c'est un grand mouvement qui démarre. Mais je ne crois pas, parce que justement, nous avons travaillé sur la question fiscale, c'était énoncé tout à l'heure. En effet, il y a un biais aujourd'hui qui existe, même 2 biais. C'est que lorsque vous commercialisez une eau minérale naturelle, en effet, vous avez la taxe. Oui. Mais si vous commercialisez, comme c'est le cas avec Maison Perrier, de l'eau rendue potable parfaitement, la taxe ne s'applique plus. Donc, à chaque fois qu'un forage est déclassé d'eau minérale naturelle vers Maison Perrier, les communes qui sont dans le pourtour perdent des recettes fiscales. Donc ça, c'est une inégalité qu'on veut corriger dans le cadre du rapport. Deuxième inégalité moi je trouve complètement hallucinante. Si l'eau est vendue en France, vous payez la taxe, si l'eau est destinée aux exports, il n'y a plus de taxe. Oui. Donc ça, c'est pas cohérent. Donc nous, on propose une mise en cohérence pour à la fois qu'il n'y ait pas ce biais où même quand il y a un problème sur l'eau minérale naturelle, les élus se trouvent solidaires de fait. Comme vous l'avez dit, c'est des sommes très importantes dans les budgets de ces communes. Souvent, parfois, ça fait presque leur budget d'investissement. Donc nous, pour éviter ça, on va proposer une harmonisation donc de la fiscalité sur ce sujet-là, et c'est dans le rapport et c'est largement partagé par les membres de la commission. Oui, ça pèse quand même 2,7 milliards d'euros les eaux en bouteille en termes de chiffre d'affaires cumulé. Esther Croiser-Delbourg, ça rend prudent, on va dire ça. Si on est, je cherche pas à trouver des excuses à l'exécutif, mais ça rend prudent. Non, mais tout à fait, c'est un marché. Alors on a dit de luxe, même s'il n'est pas perçu en tant que tel. Encore une fois, 3 €, tout ce que vous dépenserez si vous buvez l'eau du robinet pendant un an, versus évidemment le prix des bouteilles. Alors encore une fois, j'en bois et je continuerai à en boire parce que ce qui est important, c'est le rapport à l'eau. Il faut en boire tous les jours, il faut que ça soit agréable. Mais c'est vrai que c'est un sujet, le rapport aux bouteilles. Peut-être intéressant de rappeler que sur le sujet de l'eau en bouteille, Nestlé avait déjà eu des problèmes dans la ville de Flint, au Michigan, aux États-Unis, dans les années 2015-2017. Alors là, c'était un petit peu l'inverse. En fait, Nestlé embouteillait de l'eau propre pour la vendre aux habitants d'une ville qui, eux, n'avaient plus d'eau propre au robinet. Et en fait, là, il y avait un sujet, effectivement, de collusion avec les autorités locales. Et c'est un sujet dont Nestlé a eu beaucoup de mal à se débarrasser. Alors, j'en reparle ce soir, mais simplement pour dire que ce n'est pas seulement en France. Le sujet de l'embouteillage de l'eau, qu'elle soit minérale, qu'elle soit de source, n'est pas un sujet uniquement chez nous. Et en fait, la plupart des pays on va continuer à avoir de plus en plus de scandales, en fait, liés à cette exploitation de l'eau en bouteille. Alors, en 20 ans, le nombre de commissions d'enquête parlementaires s'est multiplié avec parfois une critique corollaire d'instrumentalisation politique. Et pourtant, on le rappelle, c'est prévu dans la Constitution. Mickaël, pourquoi sont-elles devenues un must, ces commissions d'enquête parlementaires ? Parce que mieux que la démocratie directe, c'est la démocratie en direct. Et ça change tout. Voilà pourquoi, effectivement, comme vous le dites, depuis 20 ans, les commissions d'enquête sont un peu devenues les thrillers politiques des chaînes parlementaires. Les médias s'en emparent, on entre dans les salons feutrés du Sénat ou dans les sous-sols du Parlement. Bref, je pense que les commissions d'enquête, elles mériteraient presque de concourir pour une palme au Festival de Cannes, parce qu'elles tiennent à la fois des films de Verneuil, vous savez, donc le maître français du drame policier, et du cinéma manifeste à la Oliver Stone, avec ses 4 heures de film sur la commission d'enquête sur le meurtre de Kennedy. Et il y a quelques jours, l'audition du Premier ministre dans la commission d'enquête, donc qu'on appelle l'affaire Betaram, a été un pic dramatique et un pic d'audience. Mais d'autres commissions d'enquête, passionnantes également, permettent de plonger dans les rouages des politiques publiques. D'aucuns parlent de l'État profond, comme par exemple la commission d'enquête qui a enquêté sur les choix autour de la filière nucléaire. Et alors, si on se concentre sur les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, tout commence avec la commission d'enquête sur l'affaire Benalla, évidemment, on est en 2018. Alors là, Alexandre Benalla, c'était le couteau suisse, souvenez-vous, et agent de sécurité hors cadre du couple Macron. Il s'était rendu célèbre en tabassant un manifestant en marge d'un défilé du mois de mai la même année. Il accompagnait des policiers au titre d'observateurs, une sorte de stage d'observation à sa manière. Et qu'a décidé à ce moment-là l'Élysée, c'est l'équipe de l'Élysée, les petits génies de l'époque. Et dans un premier temps, on cache l'événement, pourtant filmé par des militants de la France Insoumise. Et puis dans un deuxième temps, on ne sanctionne pas Benalla en attendant tranquillement
tellement que ça devienne tout simplement un scandale d'État parce qu'il y a eu des révélations de la presse et tout s'est emballé. En fait, les conseillers du président avaient tout simplement sous-estimé l'état du pays parce qu'on croyait encore à l'époque, souvenez-vous, aux promesses de moralisation de la vie politique martelées par le jeune président Macron, fraîchement élu, sur la promesse justement de renouveau des pratiques politiques. Et voilà pourquoi la commission d'enquête Benalla est devenue le polar politique de l'été 2018, sur les plages, dans les campings, les bureaux. Je l'avais observé, tout le monde suivait les auditions du Gotha, policier et politique. Bref, la machine de l'État, celle qu'on ne voit jamais, celle qui ne nous parle jamais, et qui prend des décisions parfois effectivement répréhensibles et contestables, tout d'un coup était convoquée devant les représentants du peuple. La démocratie en direct scénographie effectivement le combat éternel du système contre les petits. Elle a aussi des effets apaisants. La démocratie française fonctionne, elle contrôle, elle jugule les dérives de l'État et qui ne reste pas donc impuni. Moi je dis donc vive la démocratie en direct des commissions d'enquête. Oui, mais il y a quand même cette critique de l'instrumentalisation politique qui font parfois passer ces commissions d'enquête pour des tribunaux qu'elles ne sont pas. C'est plus qu'un risque, c'est quand même aussi un fait. On se souvient quand même de la commission d'enquête parlementaire, souvenez-vous, sur les conditions rocambolesques de la libération des infirmières bulgares par un commando de l'Élysée au début du mandat de Nicolas Sarkozy. Qui avait demandé la commission d'enquête ? Eh bien, à l'époque, c'était le député Pierre Moscovici. Bien évidemment, il voulait mettre à mal ce nouveau pouvoir politique. Et malgré les dénégations de la droite, elle était bien contente, la droite sénatoriale, de mettre en difficulté le jeune État Macron, la jeune Macronie qui venait de capter tous les pouvoirs, qui avait étouffé complètement la droite depuis 2017. Donc c'était effectivement une affaire bienvenue. Mais l'essentiel reste la manière dont sont menés les débats, en grande majorité avec sérieux, certes avec parfois des exceptions. Parfois des parlementaires sont mis en cause parce qu'ils utilisent cette fonction pour pouvoir mener un combat politique. C'est ce qu'a dénoncé récemment François Bayrou, quand face au rapporteur insoumis dans la commission d'enquête pour laquelle il a été auditionné. Alors, qui contrôlera les contrôleurs et va-t-on un jour faire une commission d'enquête sur les commissions d'enquête? Bon, on va pas y passer trop de temps parce qu'il y a encore une thématique importante dans les dernières minutes de notre débat, mais quand même, le soupçon derrière pensée politique. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Alexandre? Non, mais cette question qui gardera les gardiens est une vieille question de Juvénal et elle est légitime. Moi, ce que je dis simplement, c'est que là, là, je trouve que c'est un formidable outil. Je suis d'accord avec votre conclusion intermédiaire, c'est-à-dire que la Constitution donne au Parlement la mission de contrôler l'exécutif. Les commissions sont un cadre pour ce contrôle. La commission d'enquête dont j'ai été le rapporteur, je suis dans un Sénat à majorité LR qui participe au gouvernement. Et pour autant, le rapport a été validé à l'unanimité, moins une abstention. Donc en fait, évidemment, c'était l'objet aussi... il y a des moments où j'ai mis, sans mauvais jeu de mots, de l'eau dans mon vin. Il y a des choses peut-être que j'aurais voulu faire, mais pour maintenir l'unité, pour aller au bout de la vérité telle qu'elle se manifestait, on fait des concessions. Mais je dis une chose aussi. Attention à ce qui est en train de se passer. Je vois que Auguste Edebouzy, qui est un grand cabinet, qui défend des grandes multinationales, organise maintenant des soirées pour mettre en cause les commissions d'enquête. Faisons attention aussi de ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être auditionnés par des commissions d'enquête et qui organisent maintenant, parce qu'ils voient que c'est devenu quelque chose de central dans la vie de la nation, qui organisent des soirées pour les critiquer. Et les cabinets d'avocats qui travaillent souvent avec ces grandes multinationales sont à la manœuvre aussi pour critiquer. Et il y a une offensive, en effet, contre les commissions d'enquête. Moi, je défends cet outil. J'ai vu aussi les pressions que nous avons subies. Nestlé, il n'y a pas un mois où j'ai eu un courrier pour me dire que ma commission d'enquête ne devrait pas exister, qu'elle était illégitime. Il y a eu la non-venue d'Alexis Kohler. Il y a eu le secrétaire général de l'Élysée, pardon. Il y a eu le refus de répondre de Muriel Liénot devant nous. Je ne répondrai pas à vos questions alors qu'il n'existe pas de droit au silence devant une commission d'enquête. Bref, j'ai vu aussi, moi c'est pour ça qu'on propose de des suites judiciaires d'ailleurs. Alors, nous avons lancé une procédure pour parjure contre l'un des dirigeants de Nestlé Water, le directeur de l'ingénierie, parce qu'il nous a dit, écoutez, il ne se passe rien à Vergès, tout ce qui se passe est routinier, et quelques jours plus tard, on apprenait qu'il y avait des centaines de milliers de bouteilles qui étaient retenues, soit pour destruction, soit pour maintien sur le site, et que donc, il était apparu qu'il nous avait clairement menti. Donc, en effet, mais on a fait pareil avec tact et mesure. On a eu 4 cas pour lesquels on pensait qu'il y avait un parjure possible. On a retenu celui qui nous semblait le plus évident parce qu'on voulait pas affaiblir la commission d'enquête avec des parjures dans tous les sens qui ne prospéraient pas. Quelques minutes pour conclure et pour se poser des questions peut-être beaucoup plus générales, Alain Dupuis, sur effectivement l'ensemble de ces forages ou de ces sources d'eau minérale naturelle.
Est-ce qu'il faut remettre en cause le principe? Vous voyez ce que je veux dire? Ce que cette commission d'enquête révèle, c'est-à-dire que finalement, est-ce qu'on peut toujours être dans cette exception française dont nous parlait Esther Croizière-Delbourg tout à l'heure? Alors, d'un point de vue quantité et qualité de ces eaux-là, elles sont remarquables. Faut pas l'oublier. Il y a un bienfait pour la santé publique. Oui. C'est quand même ça, la base. Et moi, en tant qu'hydrogéologue, je veux croire qu'il y a une suite. Il y a tout un tas de ressources en eau qui sont plus profondes, donc mieux protégées, sur lesquelles là, il n'y aura aucune contamination. Si une eau a plusieurs milliers d'années, on comprend bien que son cheminement naturel fait qu'une molécule devra mettre 1000 ans pour arriver ou plus. Oui. Bon, là, nos contaminations, elles n'y sont pas. Donc, et c'est là où il faut faire attention à l'amalgame. On a certains cas qui ont été discutés, tout à fait, mais c'est pas tous les cas. Exactement. C'est vraiment du point à point qu'il faut conduire. Voilà. Et donc ça veut dire qu'on peut mener des investigations un peu partout en France? Ah oui, mais elles sont déjà faites normalement, elles sont contrôlées ces zones. Pas vraiment. Mais voilà, pas vraiment contrôlées parce que c'est un point de la réglementation, c'est un point de captage privé avec une autorisation et effectivement on surveille la globalité, mais les points de surveillance sont dédiés par certains services de l'État. Certains services de l'État, il faut peut-être les renforcer, il faut peut-être les confronter à ce qu'on fait par ailleurs au niveau global, parce que la gestion globale, ça fait partie aussi des enjeux stratégiques de la nation. Ouais. Voilà, c'est tout ça qu'il faut, je pense, revoir. Votre avis, Esther Croizière-Delbourg, est-ce que ce système ou cette exception française, elle est mise en danger par cette commission d'enquête, ou est-ce qu'au contraire, c'est un mal pour un bien? Je pense que c'est un mal pour un bien. Effectivement, c'est terrible d'entendre les menaces et les obstacles que la commission d'enquête a pu recevoir. On parle quand même de la santé des Français, on parle de la santé des consommateurs, on parle de l'eau liquide sans lequel nous ne survivions pas et sans lequel il n'y aurait pas d'économie. Donc effectivement, on ne peut pas on ne peut pas avoir de standard léger. Il faut qu'on soit absolument irréprochable là-dessus. Et effectivement, une fraude à l'eau minérale naturelle mais c'est un sujet. En revanche, une fraude à la qualité de l'eau que l'on boit, ça, c'est inadmissible et ça doit être effectivement sanctionné. Mais ça veut dire que, vous parliez tout à l'heure du comparatif avec l'eau du robinet, elle est presque plus contrôlée? Je veux bien comprendre ce que... La différence avec une eau minérale naturelle, c'est qu'elle doit être saine, elle doit être effectivement stable avec les minéraux qu'elle contient et on n'a pas le droit de la filtrer. L'eau du robinet, on va dire, c'est plus en termes de filtration. Elle subit tout ce qu'on peut lui donner. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des résidus de chlore parfois qui donnent une mauvaise odeur. Et donc elle est extrêmement contrôlée. Comme elle vient des eaux de surface, en revanche, elle subit davantage de pollution, et notamment tous les polluants, notamment éternels, qu'on est en train de subir, vont d'abord dans notre eau du robinet, avant potentiellement d'aller dans les eaux de source, voire les eaux minérales naturelles. Donc c'est aussi la plus exposée. Donc c'est pour ça que c'est la plus nettoyée. Est-ce que cette réglementation sur la protection des gisements d'eau minérale naturelle, est-ce qu'elle est, je ne sais pas de quand elle date d'ailleurs, Alexandre Ouizier, est-ce qu'elle est obsolète pour vous aujourd'hui? Elle est obsolète parce qu'en effet, les conditions à la fois de l'activité humaine anthropique, vous avez vu les images de Vergès, on est dans une zone qui est urbanisée en fait. On est c'est pas le cas par exemple à Montroucou, vous voyez, vous êtes au milieu de la forêt. C'est même pas le cas à Évian où vous avez l'impluvium qui est en altitude sur un plateau relativement protégé. Mais en effet, ça dépend aussi des conditions géologiques, la vitesse d'infiltration, vous savez tout ça beaucoup mieux que moi, et aussi la pollution anthropique qu'il y a autour de ces zones-là. Donc oui, il y a une obsolescence aussi par rapport aux événements climatiques extrêmes. Nestlé évoque souvent les événements Cévenol qui sont plus violents et qui participeraient de la pollution. Il y a d'autres explications aussi sur la vieillesse de leurs installations, la vétusté d'un certain nombre de choses, mais aussi ces éléments-là. Donc en effet, il y a une obsolescence et il y a donc un débat à avoir. Si on veut en tout cas protéger ce chef-d'œuvre en péril que vous avez l'air de voir, et en effet, il faut qu'on améliore la qualité de cette protection. Après, juste un point sur ce que vous disiez sur on pourrait produire ailleurs. Il n'empêche que cette eau, elle a un terroir. C'est-à-dire que le goût de Perrier, il est propre à la géologie. Et donc, c'est pas si facile que ça. Oui. Et ça, je trouve que l'État s'est très vite embarqué dans la peur, l'angoisse et a beaucoup cédé sans faire l'analyse économique juste. Il n'y a jamais l'analyse économique qui a été faite. Vous auriez peut-être été utile dans ce cadre-là pour aider l'État parce que il a tout de suite, il est terrifié par la perte d'emplois. D'ailleurs, il y a plein de mails dans le cadre de la commission qui disent ils vont nous faire porter le chapeau des destructions d'emplois sans même faire l'analyse que c'est une marque milliardaire, que des emplois continuaient d'être créés jusqu'à très récemment. Bref, cette analyse n'a pas
pas été faite et elle aurait été utile pour justement éviter de rentrer dans une logique transactionnelle négative. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous rappelle donc qu'on s'est beaucoup appuyé sur le documentaire d'Audrey Vetas, Perrier Scandale à la source, qui est donc diffusé ce vendredi, rediffusé ce vendredi à 16h30. Vous pouvez retrouver nos émissions sur publicsena.fr, également nous réécouter en podcast. Et puis je vous donne le rendez-vous politique de la matinale. Oriane Mancini demain à 8h reçoit Nicolas Maillard-Rossignol, le maire de Rouen, candidat aux élections internes du Parti Socialiste. Belle soirée.